Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Cette émission sera consacrée au scandale lié à la SPA Sudalpine, soupçonnée d'extorsion, d'escroquerie et d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Durant la première partie, vous avez pu entendre les témoignages de Laetitia, Séverine et Tamara, 3 plaignantes parmi une quarantaine de victimes. Ce deuxième volet sera principalement consacré au procès qui s'est déroulé le 25 septembre et dont le jugement sera rendu le 13 novembre. À cette occasion, nous a rejoint Maître Hendriksen, l'avocat d'une quarantaine de plaignantes et plaignants dans ce dossier lors du procès de la SPA Sudalpine. Bonjour Maître. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Un grand merci à vous. Alors, le procès aurait dû se dérouler le 27 mars, mais a été reporté au jeudi 25 septembre. Quelle est la raison de ce report ? Alors, la demande émanant de mes confrères adverses de dépôt de conclusions tendant à la nullité des moyens de prévention, c'est-à-dire concrètement des conclusions tendant à faire prononcer des vices de procédure et à annuler le procès, qui ont été déposés relativement tardivement, et la demande, là, émanant de moi-même, au nom d'une partie civile en particulier, puisque c'était le visionnage d'une vidéo parmi tant d'autres qui ont été saisies, je pense qu'on y reviendra, lors des débats. Donc tout ça ayant été fait un petit peu tardivement, le parquet avait sollicité de reporter afin de prendre connaissance des conclusions et afin de préparer le visionnage. Donc une vidéo qui n'a pas été diffusée, c'est ça ? Une vidéo qui finalement n'a pas été diffusée, oui. Une vidéo qui n'a pas été diffusée parce que Madame le procureur attendait que je lui précise exactement quelle vidéo j'entendais demander le visionnage, et moi je pensais bien lui avoir précisé avant la seule vidéo dont j'entendais que j'estimais intéressante de visionner au procès. Et est-ce qu'on peut annoncer la teneur de cette vidéo ? C'était une vidéo où on venait, comme dans bien d'autres cas, récupérer l'animal d'une personne sous des prétextes fallacieux. Mais là, ça avait quand même été assez violent. Vos excellents confrères de BFM TV, sauf erreur de ma part, via la RAM 05, avaient recueilli des témoignages de témoins de cette affaire-là, notamment le cousin de la personne qui avait été à qui on avait extorqué son animal et qu'on avait pour le coup relativement pas mal violenté quand même. Mais la SPA n'était pas poursuivie pour ça. Alors, les faits qui ont été examinés lors de ce procès se sont déroulés de juillet 2022 à janvier 2023. 3 bénévoles, membres de la SPA, sont accusés d'extorsion, d'escroquerie, de vol d'animaux et d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Pouvez-vous, Maître, nous rappeler les significations de ces accusations pour ce procès ? Extorsion, c'est... comme son nom l'indique, arriver à ce que quelqu'un vous remette quelque chose en échange d'un avantage imaginaire ou fallacieux, pour parler relativement simplement. L'escroquerie, c'est une infraction assez voisine. C'est le fait de développer des manœuvres tendant à vous faire perdre un avantage ou tendant à faire remettre une chose ou une somme d'argent en vous faisant miroiter une contrepartie qui n'existe pas ou en vous contraignant par la surprise ou par la menace à le faire. Vol d'animaux. Alors, vol d'animaux, ils n'étaient pas poursuivis pour vol d'animaux. Hein. Ils étaient poursuivis pour extorsion d'animal, pour escroquerie sur des sommes d'argent ou portant sur des animaux, mais pas au titre du vol proprement dit. D'accord. Atteinte à l'intimité de la vie privée. Alors ça, c'est parce que les employés de la SPA, lorsqu'elles intervenaient auprès de particuliers, dans le but de les persuader de leur remettre leur animal, c'est ce qui était en cause dans ce procès, bien évidemment. Elles intervenaient avec un uniforme bien particulier, et l'uniforme comportait, je ne sais pas si c'était réglementaire ou pas, comportait l'usage d'une caméra GoPro.
C'est-à-dire qu'une caméra qu'elles portaient à leur poitrine, une caméra frontale, si on peut dire, sauf qu'elle n'était pas sur leur front. Enfin, quoique, c'était pas interdit non plus. C'est pas le fait qu'elle soit sur le front ou sur le sternum qui était en cause, c'est le fait qu'on ne peut pas attenter à l'intimité des gens, surtout si vous intervenez à leur domicile, en les filmant sans les prévenir qu'ils peuvent s'opposer à être filmés. On peut faire une petite digression, ça peut intéresser beaucoup de personnes, d'auditrices, d'auditeurs, concernant le fait de filmer quelqu'un sans son consentement. Qu'est-ce qu'on risque ? C'est un délit. C'est un délit. C'était notamment ce délit-là qui était reproché, enfin pas notamment, mais aussi ce délit-là qui était reproché aux employés de la SPA. Mais c'est le principe veut qu'on ne puisse pas enregistrer la voix de quelqu'un ou filmer quelqu'un à son insu, ou le faire en lui faisant croire que c'est tout à fait normal et que il n'a pas d'autre choix. Ça, c'est un délit. C'est un délit qui ressort de l'atteinte à la vie privée par la captation d'images ou par la captation de son, en l'occurrence sa voix. On est propriétaire en quelque sorte de son image. Donc, si on vous force à l'enregistrer ou à vous filmer, ou les deux, en atteinte à votre vie privée, et c'est un délit qui est, je crois, punissable d'un an de prison. Alors on va revenir à ce procès. Pendant plusieurs mois, des membres de la SPA Sud-Alpine intervenaient chez des particuliers sur la base de signalements de maltraitance d'animaux domestiques, et ils avaient créé une sorte de structure, la BISA, une brigade d'intervention. C'est ça, ouais. C'était à l'intérieur de la SPA. La SPA avait créé une structure, une subdivision, si l'on peut dire, donc qui n'avait aucune existence économique propre ni aucune raison juridique d'exister. Quelque chose d'autoproclamé en quelque sorte, qui donc juridiquement ne pouvait que dépendre de la SPA, Association de 1901. Mais donc, pour en revenir à l'acronyme et à l'institution subdivision autoproclamée, la BISA, la Brigade d'intervention de secours animalier, c'était en quelque sorte le bras armé de la SPA. C'est-à-dire que les employés de la SPA intervenaient la plupart du temps en un uniforme qu'elles avaient elles-mêmes confectionné, avec un sigle très impressionnant, la caméra GoPro dont on a déjà parlé, les rangers aux pieds. Donc voilà, quelque chose de tout à fait factice, quelque chose qui ne correspondait à rien, si ce n'est à une émanation de la SPA Sud-Alpine, et quelque chose qui était censé être une brigade d'intervention, c'est-à-dire, comme son nom l'indique, une brigade qui intervenait pour sauver les animaux en détresse des propriétaires qui les maltraitaient. Voilà, alors au départ, quand on ne connaît pas le fin mot de l'histoire, ou même le tout début, pourquoi pas ? Mais à partir du moment où vous vous autoproclamez brigade d'intervention et que vous usez de l'apparence que vous créez pour terroriser les gens, forcément, ça pose problème. Et cette structure n'a aucune légitimité à enquêter ? Aucune. Enquêteur canin, enquêteur SPA. En l'occurrence, on parle de la SPA Sud-Alpine. Il faut peut-être le rappeler à vos auditeurs. La SPA Sud-Alpine n'est pas la subdivision locale de la SPA, association à l'échelle nationale que tout le monde connaît. C'est tout à fait différent. Pour autant, là aussi, ça peut entretenir la confusion. Et avec l'uniforme, la caméra, ça peut renvoyer à quelque chose de on peut dire, très officiel. Oui, absolument. C'était manifestement le but recherché, faire croire aux gens que malgré qu'il n'ait d'autres pouvoirs, comme toute association loi 1900, en l'occurrence une association loi 1900 de protection des animaux, lorsqu'elle a un signalement de maltraitance d'animal, elle peut tout à fait téléphoner à la personne, propriétaire de l'animal, tenter de prendre contact avec elle, et puis de lui demander gentiment s'il est vrai que, et si éventuellement cette personne accepte de recevoir la préposée de l'association. Si la personne y consent, très bien, l'enquêteur, autoproclamé enquêteur, peut venir discuter et s'apercevoir lui-même s'il a maltraitance ou pas. Si la personne refuse et que l'enquêteur, autoproclamé, je le rappelle, je le répète encore, a des raisons objectives de croire que oui, il y a vraiment maltraitance, dans ce cas-là, il fait un signalement. Il fait un signalement, soit au parquet, ou soit tout simplement en prenant le relais de la police ou de la gendarmerie.
le mode opératoire qui impliquait également des policiers et des gendarmes permettait à la SPA de persuader les propriétaires. Ouais, bah là on touche là le point très sensible du dossier, comme vous vous en doutez. Il est apparu que quelquefois la SPA était accompagnée de forces de l'ordre, et toute la question dans le procès, que beaucoup de mes clients auraient voulu plus débattu, mais que moi-même, j'ai évidemment mis sur la table avec la plus grande conviction possible, c'était de savoir si par quelques moyens de persuasion que ce soit, la SPA avait pu légitimement faire croire aux forces de l'ordre que oui, ce serait bien d'être accompagné par elles dans un noble but, celui de sauver des animaux en détresse, de personnes pas en état de s'en occuper, peut-être même virtuellement dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui. Bon, ils ont pu croire légitimement qu'en intervenant, ils faisaient de la prévention et que c'était bien qu'ils interviennent. Pourquoi pas ? La question peut d'autant plus, je fais une parenthèse, la question peut d'autant plus se poser que ça ne concernait pas un service en particulier, ça concernait à peu près tout le monde, la gendarmerie, les gendarmeries, toutes les brigades possibles et imaginables du département, la police, enfin à peu près tout le monde, quoi. Donc je veux dire, c'était pas un service qui serait intervenu à chaque fois pour aider la SPA. Là, effectivement, des questions seraient posées avec beaucoup plus de vigueur. C'était à peu près tout le monde. Donc jusqu'où ont-ils pu croire de bonne foi que c'était bien d'intervenir aux côtés de la SPA, ou jusqu'où ont-ils agi avec zèle pour une raison qu'on ignore, parce que c'était pas pour ça qu'on faisait le procès, hein. Voilà, on faisait pas le procès de la police ou de la gendarmerie ou de personnes qui auraient outrepassé leurs fonctions. Il y a une enquête en cours, nous dit le parquet, sur une des personnes concernées par ce dossier, qui effectivement aurait abusé de sa qualité et serait intervenu plusieurs fois aux côtés de la SPA et aurait ainsi crédibilisé les opérations d'extorsion de la SPA. Et pour ce procès, est-ce que des policiers ou des gendarmes ont été appelés, entendus ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Le parquet après, je parle pas pour le parquet, vous pourrez lui poser la question, mais je pense pas trahir sa pensée en vous disant que le parquet part du principe que si assistance des forces publiques il y a eu, elle a été de bonne foi et qu'ils ont été abusés par les préposés de la SPA. Maître Anne Derrickson, comme nous avons dit tout à l'heure, la raison du report fut le non-visionnage. Mais finalement, elle n'a pas été visionnage, il n'y a pas eu non plus lors du procès du 25 septembre. On va parler maintenant de ce qui s'est déroulé durant ce procès. Les victimes n'ont pas pu s'exprimer à la barre. Alors pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, et comme pour moi, qui n'ont que de vagues notions en matière de droit, ça peut paraître interrogatif que les plaignantes et les plaignants n'aient pas pu s'exprimer. Pour quelles raisons les victimes n'ont pas pu parler ? Alors, est-ce que c'est légal ? Non, c'est pas un vice de procédure, sauf à ce que les plaignants en question n'aient pas constitué avocat, ni les déposer une conclusion de partie civile de leur propre initiative, auquel cas, là, effectivement, ce serait illégal, parce qu'on priverait le justiciable de l'accès au droit. Mais voilà. En fait, je réponds à la question par la fin. Je vais prendre le début. En général, tous les plaignants sont entendus à l'audience parce que c'est de bonne justice que d'entendre les plaignants, quand bien même ils sont assistés d'un avocat, de plus fort s'ils ne le sont pas. Après, c'est une question de gestion de l'audience pure et dure. C'est pas une obligation légale d'entendre toutes les parties civiles, surtout lorsqu'elles sont représentées et qu'elles feront valoir leur voix en quelque sorte par l'intermédiaire de leurs avocats, si elles sont trop nombreuses, tout simplement. Ça, c'est le président qui décide si le nombre fait que ça va bien trop retarder l'audience et que dès lors que tout le monde est représenté ou assisté et que personne ne sera oublié dans le cadre de la prise en compte de sa constitution de partie civile, il a tout à fait le droit d'estimer que c'est pas la peine de les entendre in personam. Mais là encore, je parle pas pour lui, c'est peut-être à lui qu'il faudrait poser la question. On va en revenir à vous,
Quels ont été les points importants de votre plaidoirie ? Moi, j'ai mis notamment l'accent sur plusieurs choses. La première chose, c'est que il me semblait pas forcément très judicieux de détacher le sort des employés, préposés, bénévoles, assujettis, bras armés, personnes physiques qui œuvraient pour la SPA, de la SPA elle-même. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la subdivision autoproclamée de la SPA, la BISA, brigade d'intervention. Lorsque les 3 personnes qui étaient poursuivies, personnes physiques à la barre à ce procès, intervenaient, et quand on leur reprochait leur intervention, il faut bien savoir qu'elles intervenaient au nom et pour le compte de la SPA. Donc moi, j'ai mis l'accent sur le fait que il était difficilement possible de détacher les personnes physiques qui auraient été indépendantes de la structure pour laquelle elles œuvraient. Voilà. Bon. Ça, c'est un point très important pour moi. Déjà, ça aurait permis peut-être de poursuivre la SPA pour maltraitance, parce que le simple fait, pour moi, d'arracher des animaux à leur maître, pour moi, c'est de la maltraitance. Pas spécialement de garantie, d'ailleurs, quant aux bonnes conditions de bonne détention de l'animal une fois qu'il avait été extorqué à son propriétaire. Donc ça aurait été peut-être bien de creuser par là, et ça aurait permis notamment à des associations de défense des animaux, d'autres, des vrais, peut-être des mieux, pourrait-on dire, de se constituer partie civile. Ce qui n'a pas été possible. Voilà. Maintenant, après, sans être trop technique, le fait que le parquet poursuive certaines infractions et pas d'autres, c'est son choix. Libre à nous, si on estime que le parquet a été incomplet dans sa poursuite, de nous greffer à lui et de faire citer pour les infractions que nous, on aurait aimé faire poursuivre. C'est possible, ça aurait été possible, la question s'est posée. Personnellement, j'ai conseillé à mes clients de ne pas le faire parce que c'est un procès déjà très délicat en tant que tel. On a eu beaucoup de mal à parvenir, ne serait-ce qu'à l'avoir, et que, en fonction du résultat, il serait sans doute plus utile de faire bonne mesure de ces résultats en s'en servant pour éventuellement saisir le juge d'instruction et demander l'ouverture d'une information judiciaire d'autres chefs qui n'auraient pas été poursuivis. Alors, c'est ce que j'ai proposé à mes clients. A priori, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais si ça se fait, je déposerai plainte effectivement au nom virtuellement d'un collectif de plaignants pour des infractions qui jusqu'à présent n'auraient pas été poursuivies ou n'ont pas été poursuivies. Et à ce moment-là, le dossier rebondirait. Il y aurait une deuxième étape après le jugement qui va intervenir la semaine prochaine, et la nature et les motifs du délibéré qu'on attend. Et au niveau de la défense, quels ont été leurs axes de défense des prévenus ? Alors là, c'est aussi à eux qu'il faudrait exactement le demander, parce que... Est-ce que vous avez retenu ? Ce que j'ai retenu, c'est que c'était la faute de personne. Voilà. Ce que j'ai retenu, c'est que c'était la faute de personne, que oui, on l'a fait, parce que c'était difficile de dire « Ah ben non, c'était pas nous, hein. On avait des photos ». Si on n'a pas vu les vidéos à l'audience dans les dossiers, on avait des belles photos, donc c'était difficile de pas dire que c'était pas eux. C'était difficile aussi de réfuter les dizaines et les dizaines de témoignages, tous concordants et tous accablant. Donc voilà. Donc ils ont pas dit c'est pas nous. Ils ont dit on s'est trompé, mais on pensait faire au mieux. Maître, j'aimerais vous poser une question d'ordre plus général. Est-ce que les pièces sont aussi importantes que les plaidoiries ? Plus importantes. Moi, je veux bien qu'on parle du mythe de l'avocat invincible qui est meilleur que les autres et qui gagne à tous les coups. Par son expression morale. Parce qu'il arrive par son charisme, parce qu'il arrive à un moment donné à mettre le point... la main sur le doigt, la main sur le point important qui fait qu'à ce moment-là, il va réussir à emporter la conviction des juges et ou des jurés. Oui, il y a bien évidemment des confrères qui ont un talent redoutable et qui effectivement trouveront les bons mots pour faire passer le bon message, sans doute mieux que d'autres.
Mais bon, voilà, ça reste de l'audience. Le juge c'est pas la Star Academy, hein, vous vous en doutez. Le juge ne donne pas de points en fonction de la qualité de l'avocat, même si c'est toujours mieux d'avoir un bon avocat qu'un mauvais, forcément. Mais non, au pénal, au civil aussi, bien évidemment, mais au pénal, il se fonde sur les pièces du dossier. L'intérêt de l'intervention de l'avocat, c'est d'essayer de diriger son attention là où on voudrait qu'il la dirige. Voilà. Si en tant qu'avocat, vous avez fait passer ce que vous voulez faire passer, au sens où vous avez attiré l'attention du ou des magistrats sur le point sur lequel vous estimez que si ils vont s'y attarder, forcément ce sera bon pour vous, là vous êtes un bon avocat. Si vous n'y arrivez pas et que l'attention du magistrat s'effrite au fur et à mesure de vos explications, c'est sûr que vous avez intérêt, vos clients ont intérêt à ce qu'il soit consciencieux, le magistrat, pour bien qu'il lise le dossier après, parce que forcément, là, l'avocat n'aura pas servi à grand-chose. Mais il peut que renvoyer au dossier. Voilà. Maître, quelles ont été les peines requises à l'encontre des prévenus ? Alors, je me rappelle plus exactement, mais grosso modo, si l'on peut dire, je crois que la peine la plus forte qui a été requise, c'était 18 mois de prison avec sursis pour une des 3 prévenus. Après, je crois que c'était des peines de prison avec sursis de l'ordre de 10 à 6 mois. Et pour la SPA, une amende de 3 000 €, je crois, qui a été requise par le parquet. Et quel a été ou quel est encore votre sentiment général sur ce procès ? C'est difficile à dire en quelques mots, surtout que, comme je vous le dis, quelle que soit l'issue du procès, sans doute il y aura une suite. Un sentiment mitigé. Du point de vue du positif, c'est bien d'être enfin arrivé à la tenue d'un procès, à la tenue d'un débat, où on a au moins la satisfaction de constater que toutes les choses qu'on voulait dire, on les a dites. Ça, c'est positif. De l'autre côté, on the other hand, comme diraient nos amis britanniques, je pense que le procès n'a pas fait le tour tout à fait de la question. Il y a encore des questions qu'on peut se poser sur le sous-bassement des actes qui ont été commis, et des questions pour lesquelles, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément de réponse. Donc je rappelle que le jugement de ce procès doit être rendu le jeudi 13 novembre à 13h30 précise. Qu'est-ce qui peut être envisagé par la suite ? Qu'est-ce qu'on attend ? On attend des condamnations. On attend que le jugement suive les réquisitions du parquet pour les peines de prison avec sursis. Pour le montant d'amende qui a été requis contre la SPA, on attend que le jugement y fasse droit également. Bien évidemment, la défense, nos adversaires ont plaidé la relaxe, mais on espère, puisqu'il y aurait condamnation, que la relaxe serait rejetée, parce que, à notre sens, il n'est pas envisageable, il n'est pas soutenable de la plaider. Enfin bon, ça c'est un avis propre à mes clients que je partage. Et puis au niveau des dispositions civiles, des montants d'intérêts consécutifs aux condamnations pénales qui ont été prononcées du fait des agissements qui nous ont été préjudiciables, on attend que le tribunal fasse droit, grosso modo, à l'ensemble de nos réclamations qu'on ne peut faire que sur le mode pécuniaire, bien évidemment. On ne peut pas, en France, on ne peut demander réparation que par une somme d'argent. Et puis voilà, c'est ce qu'on attend. Après, si le délibéré devait ne pas correspondre tout à fait à nos attentes, on n'aurait pas la possibilité d'en faire appel au plan pénal, parce qu'en tant que partie civile, on n'est pas directement associé au processus pénal. En revanche, on pourrait éventuellement faire appel du montant des réparations civiles qui nous seraient allouées en disant que, par exemple, ce n'est pas suffisant. Merci, maître. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Merci de nous avoir accordé quelques minutes et de nous avoir éclairé sur cette affaire. Un grand merci à vous. Merci à vous, bonne soirée. C'est KTB Radio. Nous venons d'entendre Maître Henderiksen pour un retour sur le procès du 25 septembre dernier. Bonjour Séverine, bonjour Tamara, bonjour Laetitia. Bonjour.
Un grand merci à vous, encore une fois, d'être parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. Alors, Tamara, Séverine et Laetitia, quels sont vos ressentis personnels sur ce procès ? Moi, j'ai eu le ressenti notre parole n'a pas du tout été entendue, ça a été complètement occulté, alors que on nous avait bien évoqué qu'on parlerait. Donc j'ai trouvé ça plutôt injuste d'avoir un procès assez long en durée, mais au final où la seule place qui a été donnée aux victimes, ça a été par la voix de Maître Hendrickson et de sa collègue. Voilà. Donc moi j'ai assisté au procès, mais plus en soutien qu'autre chose, parce que je n'en faisais pas partie. Alors que j'ai porté plainte contre eux et voilà. Bon, moi j'ai trouvé que c'était une parodie de justice parce que je n'ai jamais vu un procès où on n'entendait pas les victimes s'exprimer. Maintenant. Oui, moi je suis du même avis. Après, je suis pas une habituée des procès, donc je sais pas exactement comment ça se passe. Mais le fait que les victimes n'ont pas pu s'exprimer, je trouve que ça a complètement biaisé la suite des événements. Limite, on avait l'impression que c'était la SPA les victimes et que les victimes étaient leurs bourreaux. Et c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu aussi dans les médias qui ont donc sorti des articles concernant ce procès. Et je sais que la douleur pour la grande majorité des victimes avec qui j'ai pu discuter, ça a été le fait, encore une fois, de leur demander limite de se taire. Et pendant tout ce temps-là, tout le monde s'est tu. Et en plus, au procès, où ils auraient pu enfin s'exprimer, pour quelle raison, ça je ne sais pas, mais les victimes n'ont pas parlé. Et ça a été très difficile. Sans compter aussi que lors de ce procès, les vidéos devaient être diffusées. C'était pour ça qu'il y avait eu un report du procès qui, à la base, devait se tenir au mois de mars. Et ces vidéos-là n'ont pas été diffusées. Et ça aussi, ça a été une incompréhension totale. Donc apparemment, il y a eu une mauvaise communication. Bon, je veux bien laisser le bénéfice du doute, mais ça aurait changé toute la nature de ce procès-là. Donc on n'a pas eu ce qu'on attendait concrètement. Qu'attendez-vous du délibéré du jeudi 13 novembre ? Non, moi j'attends rien. J'attends rien parce que pour moi, comme je l'ai dit auparavant, ne pas entendre les victimes, pour moi c'est un procès qui a été biaisé. Donc je n'attends vraiment rien. Moi, j'attends pas grand-chose non plus. Après, on me dit que de toute façon, les juges lisent le dossier en intégralité, même si ils vont rester sur la partie que Madame la procureure a retenue. Mais au final du compte, vu que c'est une toute petite partie de tout ce qui s'est passé, au final, je n'attends pas grand-chose. J'espère au moins que les victimes qui ont pu être, excusez-moi du terme, mais sélectionnés pour ce procès, vont avoir quand même un minimum de justice. Je dis bien un minimum parce que forcément, quand on isole toute l'histoire, ça peut paraître léger alors que c'était quelque chose de bien plus vaste que ça. Et j'espère qu'ils auront un sentiment de justice, mais de toute façon, cela ne va pas s'arrêter au 13 novembre. Ça, c'est une certitude, en tout cas de mon côté. Du mien aussi. Moi, j'attends rien non plus spécialement, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que les victimes ont pas pu s'exprimer sur le sujet. J'espère au moins que ça aura le mérite de faire arrêter ces manières de procéder qui sont hors de tout cadre légal. Et j'espère qu'il y aura plus d'autres victimes qui subiront ces faits-là. Mais pour ça, il faudrait déjà que la vérité soit rétablie et que toute l'histoire ressorte telle qu'elle est réellement. Pensez-vous qu'il y a eu des possibles connivences entre la SPA Sud-Alpine et des structures d'État, par exemple, vous avez parlé de la gendarmerie, ou même des professionnels ? On a parlé de vétérinaires tout à l'heure. Des connivences, on peut dire organisées ou des cas isolés ? Moi, de mon côté, selon les preuves que j'ai, je dirais que oui. Voilà. Après, est-ce que c'était fait de manière volontaire ou involontaire ? Ça, je ne sais pas.
mais que la SPA Sudalpine a été aidée par les autorités à réussir à faire tout ça, oui, je vais pas tourner autour du pot et je vais dire que oui, ils ont quand même commis des infractions devant les autorités et les autorités n'ont rien fait. C'est déjà là, c'est biaisé forcément. Pour moi, il y en a après à savoir dans quelle manière et pour quelles raisons ces autorités-là ont accepté toutes ces dérives. Moi, de mon côté, des connivences par rapport au cabinet vétérinaire, ça, je peux pas l'affirmer ou l'infirmer parce que j'ai juste eu les dires de Fanny Lautin qui m'a dit que mon chien avait été vu en urgence par un vétérinaire, mais j'ai eu aucun document écrit qui pouvait l'attester. Après, je reste quand même surprise, effectivement, d'une part d'avoir dû quand même insister un peu pour déposer ma plainte et de m'entendre dire qu'il valait mieux pour moi que les papiers de mon chien soient à jour et d'être ensuite appelée pour régler ça amiable, comme on m'a dit, alors que pour moi cette affaire était déjà réglée avec la SPA et que la gendarmerie n'avait pas à jouer le rôle de médiateur là-dedans, puisque j'avais déjà vu avec Fanny Lautin le fait de remettre l'enclos en état, etc. Donc je comprends pas bien effectivement pourquoi la gendarmerie m'a de nouveau appelé ce jour-là. Alors moi, c'est un peu plus compliqué, parce que déjà quand je m'aperçois de la disparition de mes chats, je veux aller déposer plainte. On prend ma plainte et personne ne sait me dire que mes chats sont à la SPA, ni la SPA, ni la police, personne. C'est au bout de plusieurs tentatives, comme je l'expliquais tout à l'heure, au bout de plusieurs tentatives qu'on m'annonce enfin que c'est la SPA qui les a depuis le début. Et moi, je reste persuadée que la police marche avec main dans la main avec la SPA. Peut-être pas tous, mais pour moi, il y a un lien. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le 14 avril 2023, devant la clinique vétérinaire, quand on m'a autorisé exceptionnellement pour aller voir mon chat malade, c'est que moi, après, en ressortant, je suis pas bien. Je fais une crise d'angoisse, je suis pas bien. Et donc, comme je l'ai dit plus tôt, je fais une crise de panique et je me fais du mal. Quand Johanna voit ça et Simon, quand il m'arrache les clés, enfin le porte-clés, moi après Simon, il a appelé les pompiers. Mais après, ils ont fait revenir la police qui était partie. Et quand la police est arrivée, alors que les pompiers m'avaient calmée, j'étais beaucoup plus détendue, la police est arrivée, sortie du véhicule, je dis non, je ne sors pas du véhicule, je veux rentrer chez moi, et là ils m'ont attrapée violemment, comme une criminelle. Ils m'ont attrapée violemment, ils m'ont plaqué la tête contre la carrosserie, et là ils m'ont fait une clé de bras, mais hyper douloureuse quoi. Et après ils m'ont mis dans une telle colère que c'est parti en vrille totale. Bon, après, moi, il me reste des douleurs. J'ai des douleurs au cervical depuis. Hein. Ça va faire 3 ans bientôt. Quels seraient pour vous les objectifs de la SPA Sudalpine Tamara ? Alors, pour moi, je pense qu'il y en a plusieurs. Au fil du temps, il y en a un qui m'a été relativement flagrant. Ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, ils étaient pas là pour protéger les animaux. Leur but, c'était plus la notoriété, le pouvoir, la mise en avant médiatique. Il y avait derrière une stratégie claire de communication, de visibilité qui dépassait complètement la simple mission de protection animale. Ce n'est pas compliqué à vérifier, hein. Il suffit d'aller voir sur Internet. Dès l'été 2022, les médias étaient partout. Que ce soit France 3, BFM, Brut et j'en passe. Il y avait aussi une grande conférence sur les chiens, un énorme anniversaire pour la SPA, leur objectif... je pense qu'à ce moment-là, c'était clairement la communication, puisque la communication, ça rapporte de quelque manière que ce soit. Et puis, du coup, mettre en avant la maltraitance, en fait, ça fait vendre, ça attire les dons, ça attire les caméras. Et pour moi, c'est une des raisons. Quand j'en ai parlé à Madame Lautin et Madame Tinard, elles m'ont bien confirmé cela, qu'avec Sian, cela leur avait rapporté une belle notoriété
Et il y a aussi également les adoptions. Parce c'est pas n'importe quels animaux qui vont voir. Dans notre cas, je pense que c'est plus simple à vérifier avec Monsieur Gianetta, c'est que ce sont des animaux d'élevage, de race, avec de très grands pédigrés à l'époque. C'était vraiment des chiens hautement sélectionnés. Donc c'est sûr que s'ils saisissaient tout, il y avait cette image de destruction d'un élevage. Donc pour une SPA, ça c'est la meilleure publicité. Et si en plus de ça, derrière, on peut récupérer de tels animaux, les faire adopter, c'est quelque chose de relativement facile, ou les vendre peut-être d'une autre manière. Donc oui, il y a la visibilité, les dons et les animaux en eux-mêmes. Ça, c'est mon avis. Séverine ? Alors moi, mon avis, c'est que je suis toujours dans la totale incompréhension sur leurs objectifs. Moi, ce que je n'ai jamais réussi à comprendre, c'est je suis maltraitante, on me prend mes chats, mais comme ma chienne n'était pas présente sur les lieux parce que je la faisais garder cette période, ouais, si je suis maltraitante, pourquoi vous venez pas chercher ma chienne aussi par la suite ? Ça semblerait logique. On me laisse maltraitante avec une chienne. C'est complètement pas logique. Et même chose pour moi à l'inverse, du coup. On a pris mon petit chien blanc qui était tout mignon, mais par contre à cette époque-là on s'est pas inquiété de savoir que j'avais des chats et de connaître comment je m'occupais de ces chats. Si je suis maltraitante ou négligente avec mon chien, pourquoi laisser les chats à leur sort à ce moment-là ? Quand ça ne va pas pour un animal, on cherche à observer comment ça se passe pour les autres. On fait pas juste, on passe pas une commande sur un catalogue. Mais c'est ça, mais moi après, ma chienne, elle avait 14 ans à cette époque-là. Elle aurait fini en SPA, elle en serait morte en fait. À 14 ans, un vieux chien, personne ne l'aurait adopté, elle aurait fini ses jours en cage. Par contre, mon chat, le tout blanc, il est magnifique. Et par contre, lui, ils auraient pu le placer comme ils veulent. Quelles sont vos relations avec les médias ? Est-ce que vous ressentez une prise en compte de votre combat, un soutien peut-être du monde médiatique ? Alors du coup, je vais parler moi parce que les médias, c'est surtout moi qui les ai sollicités. Et à la base, c'était parce que je ne voulais pas sortir l'affaire publique moi-même. C'était pas mon rôle. C'était soit à la justice, soit justement à un média de le faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a le Dauphiné Libéré qui a fait le premier article, qui est, on va dire, celui qui est le plus proche de la réalité, de ce qu'on était en train de vivre. Mais à la suite, on va dire que tout est relativement mis de côté. On a sollicité d'autres journalistes, d'autres médias du secteur. La réponse a toujours été plus ou moins la même, dont celle qui me dit avoir peur pour sa carte de presse. Un autre média qui me dit que du coup ils choisissent leur sujet et que ce sujet-là ne leur intéresse pas, alors que je trouve ça très très grave ce qui est en train de se passer. Donc là ils nous ont clairement fermé toute porte, toute communication. Et après ça a été un combat pour réussir à les convaincre de poursuivre cette histoire. Donc ça a été très très surprenant. On a plus ou moins tenté un petit peu aux alentours des Hautes-Alpes. Là, encore une fois, on n'a pas eu de retour. On n'a pas encore réellement essayé des plus gros médias. Pourquoi pas, à voir. Mais en tout cas, on peut dire que vous, KTB, merci, parce que c'est grâce à vous. Donc c'est assez quelque part surprenant et d'un autre côté révélateur qu'une petite radio nous donne le droit à la parole et pouvoir s'exprimer et pouvoir rétablir ce qui est en train de se passer et la gravité et je vous en remercie, mais quelque part je me dis c'est assez curieux que les autres médias ont tous fait marche arrière une fois qu'ils ont su réellement ce qui se passait dans cette enquête. Comment avez-vous vécu ces situations personnellement ? Séverine ? Moi, je l'ai vécu très, très, très mal. Je suis tombée en dépression. Toute la première année, je l'ai quasiment passée au fond de mon lit, à pleurer. Jusqu'au jour où Tamara a eu vent de mon histoire et a tout fait pour me retrouver et m'a contactée. Et là, j'ai su qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient été victimes et que, en fait, je n'étais pas seule. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de me battre. Et
je les lâcherai pas. J'ai promis à ma Lilou qu'ils ont tué. Je lui ai promis que je n'arrêterai pas tant qu'eux ne seront pas punis de leurs actes. Laetitia? Oui, moi ça a été aussi une période très compliquée. Je me suis arrêtée de travailler pendant 2 mois au moins. Après, il faut faire avec le voisinage parce que j'habite toujours au même endroit, donc au quotidien c'est difficile. À chaque fois ça rappelle cette affaire de sortir de chez soi tout simplement. Et par contre ça m'a appris qu'il fallait que je me respecte plus. Voilà, donc ça c'est un événement qui permet aussi d'en tirer du positif parce que je me laissais peut-être trop marcher sur les pieds et maintenant c'est quelque chose que je refuse. Voilà. Tamara? Alors moi personnellement ça a été très très compliqué parce qu'on s'attaquait à ma famille. Moi contrairement à plusieurs victimes, ils n'ont pas réussi à prendre un de mes animaux. Je l'aurais vécu totalement différemment s'ils avaient pris mon chien ou un de mes chats. Là ça aurait été totalement différent. Mais c'est de voir la destruction de la famille parce que du coup ils s'en sont pris à mon mari et je l'ai vu complètement s'effondrer. Il a perdu énormément de poids. Pour ceux qui l'ont connu avant pour le confirmer, même des gens lui ont demandé s'il n'avait pas un cancer vu comment il était marqué physiquement. Ça a été difficile aussi avec les enfants parce qu'il faut gérer tout ça et surtout que moi mon objectif c'était avoir un procès vu tout ce qui se passait et tout ce que j'entendais. Donc ça a été un poids extrêmement difficile, très compliqué. L'élevage en a énormément souffert. Là maintenant quand je vois ce qu'il en reste et de tout le travail qui avait été accompli auparavant, de voir qu'on peut détruire comme ça en toute impunité, c'est quelque chose d'extrêmement violent parce qu'il y a quand même des personnes qui sont censées protéger la vie des citoyens et ça a été une nouvelle fois pas fait. Donc très très compliqué au niveau familial et au niveau professionnel. Moi je suis dans la restauration. À la base, ça a été difficile aussi de pouvoir gérer ce restaurant parce que on y pense tout le temps, parce que c'est compliqué, parce que on essaye de pas y penser, mais c'est très difficile. Et puis je rejoins les propos de Laetitia. Il y a aussi un côté malgré tout positif, c'est de me rendre compte que j'ai quand même une force et qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui luttent aussi dans ce combat et qui ont aussi cette force d'aller jusqu'au bout. De me rendre compte aussi de comment est réellement la justice, de quoi elle est capable de faire, de quoi est capable une SPA, de quoi est capable aussi un être humain, et de voir aussi la beauté qu'il y a aussi dans l'homme, parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires avec énormément de personnes qui nous ont réconfortés, poussés à y arriver et nous donner aussi les outils et les conseils de pouvoir avancer. Donc dans ce malheur, il y a quand même eu de très belles choses et ça, je pense que ça vaut la peine d'être vécu malgré tout. Qu'est-ce qui vous donne la force de continuer le combat ? Moi, comme je l'ai dit, c'est une promesse que j'ai faite à Lilou, la chatte qui m'ont euthanasiée. Et puis, je sais pas quoi dire de plus. Je me le dois, je veux faire rétablir la justice. J'estime que les personnes de la justice ne sont pas eux-mêmes au-dessus des lois et ils doivent respecter eux-mêmes la justice. Et s'ils l'enfreignent, ils doivent tout aussi être punis. Tamara ? Déjà, premièrement, je vais attendre le 13 novembre, mais je veux que la SPA Sudalpine réponde de leurs actes sur l'intégralité de leur œuvre et, comme je disais, pas sur une petite partie. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas encore parlé, qui n'ont pas été entendues, des personnes qui attendent encore de voir comment ça se passe pour pouvoir se manifester. Et je pense que pour toute la souffrance qu'ils ont fait endurer aux animaux et aux hommes, je pense que il est de mon devoir en tant que citoyenne, on va dire ça. Je lutte jusqu'au bout.
jusqu'à ce que tout soit pris en compte et qu'il y ait un véritable procès. Moi, c'est ça qui me motive, c'est la justice en fait. Et du coup, de mon côté, ce qui me donne la force de continuer, c'était avant tout de pouvoir rétablir la vérité, vu que, comme je l'ai dit, on n'avait pas pu être entendu en tant que victime lors du procès. Donc pareil, j'attends de voir ce que donneront les résultats en novembre, et de savoir si justice sera faite ou non. Donc le délibéré se déroulera le jeudi 13 novembre. S'il se passe rien, que feriez-vous ? Alors, il est prévu de saisir le juge d'instruction quelques jours plus tard. Après, c'est pas moi qui vais le faire, c'est l'avocat. On compte beaucoup là-dessus, voilà, pour pouvoir permettre de pousser les investigations et pouvoir, on va dire, si j'ai bien compris, parce qu'après je suis pas du tout dans le droit, reprendre l'enquête à zéro avec les éléments qui vont être apportés et par rapport aussi au délibéré de ce jour-là. Séverine ? Moi, j'ai rien de plus à ajouter. Ce sera le juge d'instruction aussi. Moi, je vais saisir aussi le juge d'instruction parce que j'estime avoir le droit à mon procès. Pour l'instant, je n'ai aucune réponse à mes plaintes, rien du tout, et c'est un droit que j'ai en tant que citoyen de me faire entendre pour le mal que j'ai vécu. Et de mon côté, moi, de toute façon, l'affaire du coup sera portée par l'association auprès du juge d'instruction. Donc à ce moment-là, s'il a besoin d'informations complémentaires ou de reprendre à propos de l'histoire de Bounty, j'irai le voir pour lui réexpliquer les faits. Et aussi, une chose, j'espère, je pense qu'il serait aussi nécessaire que la délocalisation du dossier soit aussi évoquée, parce que ici, j'ai du mal à croire en la justice. Merci Tamara, merci Séverine. Merci à vous. Merci. Et à toutes les personnes d'avoir apporté leur témoignage, d'avoir partagé avec nous votre combat. Un grand merci à vous et à bientôt. Merci, à bientôt. Nous remercions également Maître Hendriksen d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Si vous souhaitez nous soutenir et nous aider à maintenir nos programmes, n'hésitez pas à effectuer un don sur notre site internet ktbradio.org. Nous vous remercions par avance. Pour écouter l'ensemble de nos émissions en un seul clic, à toute heure du jour ou de la nuit, vous pouvez télécharger nos applications gratuites depuis Play Store et App Store. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur tous nos réseaux. Merci d'avoir suivi ce programme consacré à l'affaire de la SPA Sud-Alpine. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.